Une salle de conseil aux murs lambrissés de bois sombre et précieux, éclairée par la lueur tamisée de chandeliers en cristal et d'un feu crépitant dans une immense cheminée de marbre. Des portraits d'hommes et de femmes à l'allure aristocratique, vêtus de costumes d'époque révolue, observent la pièce d'un regard sévère et calculateur, comme s'ils jugeaient encore les morts et les vivants. Sur une longue table en acajou poli repose un sceau ancien gravé d'un lion couronné, un contrat rédigé à l'encre noire sur un vélin épais et un gobelet d'argent finement ciselé contenant un liquide rouge profond qui semble presque scintiller de pouvoir et d'ancienne noblesse. L'air est chargé d'un parfum discret de cuir vieilli, de cire à cacheter, d'encre ancienne et d'un soupçon de sang frais presque imperceptible mais suffisamment présent pour rappeler que même ici la soif ne s'éteint jamais. Tout ici respire l'autorité, la tradition, le contrôle absolu de cette élégance froide qui ne tolère aucune faiblesse. Dans cette atmosphère feutrée où le temps lui-même semble scintiller, chaque objet murmure les secrets du clan Ventrue. Les seigneurs parmi les seigneurs, les rois sans couronne du monde des ténèbres. Ils sont les architectes des empires, les manipulateurs des trônes invisibles, les gardiens inflexibles de l'ordre et de la tradition vampirique. Leur histoire est gravée dans les annales des cités, des batailles et des traités dont ils ont façonné la société caïnite depuis la première cité. Descendants présumés de Ventrue, l'antédiluvien dont le nom évoque à lui seul la souveraineté et le droit divin de régner, ils portent dans leur sang le poids du commandement et de la certitude inébranlable d'être nés pour dominer. Dans les cours de la Camarilla, ils occupent le plus souvent le siège de prince, dictant les lois, forgeant les alliances, brisant les rivalités et écrasant les rébellions avec une froideur élégante et calculée. Pourtant, sous leur vernis de civilité impeccable et leur dignitas rigoureuse, coule une soif de pouvoir aussi insatiable que leur palais raffiné. Chaque décision des Ventrue est un équilibre précaire entre noblesse oblige et ambition dévorante, entre le devoir sacré de guider les caïnites et leur peur viscérale, presque animale, de perdre un jour leur suprématie. Dans cette salle où le silence n'est rompu que par le craquement du feu, chaque objet raconte une facette de leur énigme. Le sceau ancien, leur maîtrise des contrats et des serments inviolables, le contrat sur le vélin, leur art consommé de manipulation et du jeu politique. Le gobelet d'argent, le sang qu'ils choisissent avec une exigence presque divine, refusant tout ce qui n'est pas de leur lignée. Mais approchez-les avec la plus grande prudence, car traiter avec les Ventrue, c'est entrer dans un jeu dont ils fixent les règles depuis des siècles, et où la moindre faiblesse, la moindre hésitation peut vous coûter bien plus que votre liberté. Elle peut vous coûter votre avenir, votre nom, et jusqu'à votre âme. Historique du clan Ventrue. L'histoire des Ventrue est celle d'une lignée née pour commander, une saga millénaire de pouvoir, de tradition et d'ambition dévorante qui remonte aux toutes premières nuits de la malédiction de Caïn. Selon leurs propres chroniques jalousement gardées dans des archives privées, des cryptes scellées et des coffres dissimulés, leur antédiluvien, souvent nommé Ventrue, fut le premier des enfants de la 3e génération. Choisi par Caïn lui-même pour servir de conseiller suprême et de gardien de l'ordre dans la première cité, Ventrue incarne à leurs yeux la légitimité absolue. Il fut celui à qui le Père Sombre confia la lourde charge de diriger les Caïnites lorsque vint le temps pour lui de s'éloigner. Lorsque la seconde cité sombra dans le chaos et que leur ancêtre disparut dans les brumes du temps, les Ventrue se tournèrent vers l'ouest, s'établirent d'abord en Grèce antique, puis en Italie où ils posèrent les fondations solides de leur influence durable. Dès ces nuits lointaines, ils se voyaient déjà comme des rois légitimes, des architectes d'empire capables de canaliser le chaos primal de la nuit en une hiérarchie stable, ordonnée et éternelle. Durant l'Antiquité, leur éclat atteignit son apogée avec l'essor fulgurant de Rome. Les Ventrue y exercèrent un pouvoir immense, tant sur le monde mortel que sur les autres clans, guidant les légions, forgeant des alliances stratégiques et imposant leur vision d'un ordre vampirique civilisé et hiérarchisé. Ils furent sénateurs influents, généraux redoutés et empereurs de l'ombre. Leur sang noble coule dans les veines de ceux qui façonnaient véritablement l'histoire. Après la chute de Rome, le clan se dispersa à travers l'Europe, mais conserva intact son prestige. Il s'adapta avec aisance aux royaumes féodaux du Moyen-Âge, où ses membres agirent comme chevaliers, seigneurs terriens et marchands puissants, maintenant leur rôle de guide discret tout en préservant farouchement la dignitas, cette notion sacrée de noblesse, d'honneur et de devoir qui les distingue encore aujourd'hui. Un épisode particulièrement sombre et fondateur de leur inimitié avec un autre clan marqua durablement leur histoire, la destruction de Carthage.
Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Ventrous, voyant dans la puissante cité punique une menace grandissante pour leur vision d'ordre romain, orchestrèrent avec les autres clans de la Triade, notamment les Malkavians et les Toréadors, la chute de cette métropole vampirique dominée par les Brujahs. Ils contribuèrent activement à la destruction totale de Carthage, rasée par les flammes et la guerre, afin d'éliminer ce qui représentait à leurs yeux un dangereux foyer d'anarchie et de démocratie sauvage. Cet acte perçu par les Ventrous comme une nécessité politique pour préserver la stabilité fut vécu par les Brujahs comme une trahison impardonnable et un génocide culturel. Depuis cette nuit funeste, une haine profonde et tenace oppose les deux clans. Les Brujahs n'ont jamais oublié ni pardonné la destruction de leur cité idéale, accusant les Ventrous d'avoir anéanti leur rêve de liberté et d'égalité par pure soif de domination. Cette rancune millénaire continue d'empoisonner les relations entre les deux lignées, alimentant des vendettas personnelles, des complots politiques et des conflits ouverts qui traversent les siècles jusqu'à l'époque moderne. Le tournant décisif de leur histoire survint à la fin du Moyen-Âge avec la formation de la Camarilla. Face au soulèvement anarque et à la menace grandissante du sabbat, les Ventrous, menés par des figures charismatiques telles que Hardestadt, prirent résolument la tête du mouvement. Ils furent parmi les principaux artisans de la convention des Thorns en 1493, imposant la mascarade comme loi sacrée et structurant la société vampirique selon leur modèle idéal. Une hiérarchie stricte avec des princes à sa tête, des primogènes conseillers et un cercle intérieur où leur voix porte traditionnellement le plus fort. Depuis lors, les Ventrous dominent largement la Camarilla, fournissant plus de princes que n'importe quel autre clan. Leur influence s'étendit ensuite avec l'âge des découvertes, la révolution industrielle et les guerres mondiales où ils troquèrent parfois leur couronne médiévale contre des empires financiers, des conseils d'administration internationaux et des réseaux politiques invisibles mais omniprésents. Au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, les Ventrous ont dû affronter de nouveaux défis. La perte douloureuse de certains anciens, les tensions croissantes entre traditionalistes attachés aux anciennes coutumes et modernistes désireux de s'adapter au monde contemporain, ainsi que des assauts répétés du sabbat et des anarques. Pourtant, leur foi inébranlable en leur droit divin de régner reste intacte. Ils se considèrent toujours comme les véritables gardiens de l'ordre, les protecteurs de la tradition et les seuls capables de guider les Caïnites à travers les méandres du djihad sans sombrer dans le chaos total. Leur histoire demeure une chronique ininterrompue de suprématie assumée. Chaque siècle ajoute une nouvelle couche à leur légitimité, chaque traité renforce leur emprise. Chaque prince Ventrou rappelle aux autres clans que, dans le monde des ténèbres, le trône appartient de droit à ceux qui portent le sang de Ventrou. Ventrou célèbre. Le clan Ventrou a engendré au fil des siècles des figures d'une envergure exceptionnelle, des seigneurs et des stratèges dont les noms sont synonymes de pouvoir absolu, de dignité inflexible et d'autorité incontestée dans le monde des ténèbres. Ces Caïnites incarnent l'idéal le plus pur du clan, une noblesse de sang alignée à une volonté de faire, une intelligence politique acérée et un sens du devoir qui masque souvent une ambition dévorante et sans limite. Leurs exploits, consignés avec soin dans les archives privées des primogènes, gravés dans des chroniques secrètes ou murmurés avec respect dans les salons feutrés des cours, servent à la fois de modèle inspirant et d'avertissement sévère aux jeunes Ventrous qui aspirent à gravir les échelons du pouvoir. Hardestadt l'Ancien, figure mythique et presque sacrée du clan, souvent considéré comme l'un des véritables fondateurs de la Camarilla. Ce seigneur médiéval allemand, à la présence imposante et à la voix grave, joua un rôle central dans la convention des Thorns en 1493. Sa vision d'une société vampirique ordonnée, hiérarchisée et placée sous l'autorité légitime des Ventrous reste la pierre angulaire de la secte. Même après sa destruction présumée lors du soulèvement anarque de 1395, son nom continue d'inspirer un respect mêlé de crainte révérentielle. Nombre de Ventrous modernes se réclament encore de son héritage et invoquent son nom pour légitimer leur ambition. Jan Pieterszoon, descendant direct de Hardestadt, ce Ventrou néerlandais est l'un des plus brillants stratèges et diplomates du clan au XXe siècle. Élégant, calculateur et d'un sang-froid remarquable, il fut l'un des principaux artisans de la reconquête de New York contre le sabbat dans les années 90. Capable de porter un costume sur mesure tout en orchestrant dans l'ombre la chute d'un prince rival sans jamais se salir les mains, Jan Pieterszoon incarne le Ventrou moderne dans toute sa splendeur. Un maître du long terme qui transforme les crises en opportunités de domination.
Lady Anne Bowsley, reine incontestée de Londres depuis plusieurs siècles, Lady Anne est l'incarnation vivante de la dignitas ventru. Froide, raffinée, d'une intelligence redoutable et d'une courtoisie tranchante comme une lame, elle maintient son emprise sur la capitale britannique avec une grâce aristocratique qui dissimule une volonté implacable. Peu osent la défier ouvertement. Ceux qui s'y risquent disparaissent généralement dans l'ombre des ruelles londoniennes ou se retrouvent ruinés politiquement et financièrement en quelques nuits. Ces augustes ventrous parmi tant d'autres, dont les noms restent parfois volontairement dans l'ombre, illustrent parfaitement la dualité profonde du clan. Des êtres d'une noblesse apparente, guidés par un code d'honneur rigide et d'une dignitas presque sacrée, mais prêts à tout. Alliance, trahison, sacrifice ou manipulation pour préserver et étendre leur suprématie. Leurs noms résonnent comme des titres royaux dans les halls de pouvoir vampirique, rappelant à chaque prince, à chaque primogène et à chaque ambitieux que le sang de Ventrue coule pour régner et que le trône, une fois conquis, ne cède jamais sans un combat impitoyable. Les disciplines des Ventrue. Les Ventrue tirent leur puissance de 3 disciplines qui incarnent à la perfection leur essence de seigneur et de dirigeant naturel: domination, force d'âme et présence. Ces pouvoirs, bien plus que de simples outils de combat ou de survie, sont de véritables instruments de gouvernement, de contrôle social et de préservation du statut. Ils permettent aux Ventrue de régner avec une autorité incontestée, de résister aux assauts répétés de leurs rivaux et de fasciner, intimider ou inspirer ceux qui les entourent, renforçant ainsi leur image de souverain légitime dans le monde des ténèbres. Domination. La domination est la discipline emblématique du commandement absolu et de la volonté souveraine. Elle permet aux Ventrue d'imposer leur esprit sur celui des autres, forçant l'obéissance totale, l'oubli sélectif ou des actions précises par le simple poids du regard ou le ton de leur voix. Un Ventrue peut ordonner à un subalterne de trahir son propre maître, effacer un souvenir compromettant de la mémoire d'un témoin ou contraindre un ennemi à commettre un acte suicidaire sans même lever le petit doigt. Cette discipline reflète leur conviction la plus profonde. Ils ne demandent pas, ils ordonnent, et la plupart des esprits, mortels comme vampiriques, plient devant leur autorité surnaturelle. Lors d'une réunion tendue du primogène, un Ventrue peut fixer un rival droit dans les yeux et lui intimer d'une voix calme et impérieuse: « Vous voterez en ma faveur ce soir et vous oublierez jusqu'à l'existence même de cette conversation. » L'ordre s'exécute instantanément sans la moindre résistance visible. La domination fait des Ventrue des maîtres manipulateurs redoutés et respectés. Elle leur permet de maintenir l'ordre dans leur domaine, de contrôler efficacement leurs ghouls et les mortels influents, mais elle alimente également la méfiance profonde des autres clans qui craignent en permanence d'être réduits au rang de simples pions sur l'échiquier du djihad. Force d'âme. La force d'âme confère aux Ventrue une résistance physique surnaturelle d'une rare puissance. Leur corps semble forgé dans l'acier pour endurer les épreuves les plus brutales. Ils résistent aux blessures dévastatrices, aux balles, aux lames, aux flammes, aux poisons et aux impacts les plus violents avec une endurance qui frise l'invulnérabilité. Cette discipline incarne leur rôle de pilier inébranlable de la société vampirique. Ils sont conçus pour durer, pour encaisser les assauts directs et les tempêtes de violence sans jamais fléchir ni montrer le moindre signe de faiblesse physique. Alors qu'un assassin du sabbat vide un chargeur entier sur lui en plein Élyséeum, le Ventrue continue tranquillement de siroter son verre de sang raffiné, à peine ébranlé par les impacts. Il lève ensuite les yeux, répond d'un ton glacial: « Est-ce tout ce dont vous êtes capable ?» avant de reprendre la conversation comme si de rien n'était. La force d'âme permet aux Ventrue de survivre là où d'autres princes tomberaient rapidement sous les coups. Elle renforce leur image d'être supérieurs et presque intouchables, leur offrant le temps précieux nécessaire pour ourdir des plans sur plusieurs décennies sans craindre les conséquences physiques immédiates d'une attaque. Présence. La présence est l'art raffiné de la séduction, de l'intimidation et de l'inspiration collective. Elle permet aux Ventrue de captiver une assemblée entière, d'inspirer une loyauté fanatique ou de semer la terreur par leur simple aura. Un Ventrue peut entrer dans une salle et devenir instantanément le centre d'attention absolu, faire plier des adversaires par la seule force de son charisme ou galvaniser ses alliés pour qu'ils se battent avec une ferveur redoublée et aveugle. Lors d'un bal somptueux de la haute société, un Ventrue peut activer subtilement sa présence,
Tous les invités, mortels comme vampires, se tourneront vers lui en admiration et fascination, transformant une simple conversation mondaine en une véritable démonstration de suprématie naturelle. La présence est l'arme sociale par excellence des Ventrue et leur permet de régner sans toujours recourir à la force brute, de forger des alliances durables et de maintenir leur prestige même dans les situations les plus tendues ou les plus hostiles. Ces trois disciplines, domination, force d'âme et présence, se complètent à la perfection pour faire des Ventrue les maîtres incontestés de la politique vampirique. Elles offrent le contrôle mental absolu, une résistance physique hors du commun, pour tenir leur position face à la violence et le charisme surnaturel pour légitimer leur règne aux yeux de tous. Dans le djihad, un Ventrue bien préparé constitue un adversaire redoutable. Il vous ordonne de lui obéir, encaisse vos coups les plus violents sans broncher et vous fait croire que servir ses intérêts est non seulement inévitable, mais un véritable honneur. Leur maîtrise de ses pouvoirs n'est pas seulement une question de force, elle est l'expression même de leur droit divin à commander et à régner. Le fléau des Ventrue, le goût du sang. Le fléau des Ventrue, communément appelé le goût du sang ou la restriction palatale, est une malédiction subtile et particulièrement cruelle qui frappe ce clan de seigneurs. Contrairement à une idée répandue, les Ventrue peuvent consommer sans difficulté la vitae des autres vampires. Leur faiblesse concerne exclusivement le sang humain. Chaque Ventrue ne peut se nourrir que d'un type précis et restreint de sang mortel, déterminé lors de son étreinte. Ce goût peut être extrêmement spécifique, le sang des vierges, des aristocrates, des artisans tourmentés, des militaires, des personnes aux cheveux blonds, des intellectuels, des toxicomanes, des sportifs de haut niveau ou encore celui des individus nés sous un certain signe astrologique. Une fois ce choix fixé, tout autre sang provoque chez eux des nausées violentes, des vomissements incoercibles ou un dégoût insurmontable comme s'ils ingéraient du poison ou de la cendre. Ce fléau renforce l'image aristocrate et sélective des Ventrue. Il les oblige à entretenir avec soin un cheptel particulier, à cultiver des réseaux sociaux, des entreprises ou des quartiers entiers pour garantir leur approvisionnement. Un Ventrue qui ne parvient pas à trouver son type de sang de prédilection s'affaiblit rapidement, risque la frénésie et peut être contraint à des actes humiliants pour survivre. Le sang animal, quant à lui, est totalement impropre. Il leur apporte aucune substance et leur inspire un profond dégoût, rappelant ainsi leur supériorité revendiquée sur la bête et les clans plus primitifs. Dans le monde des ténèbres, cette restriction est à la fois une marque de noblesse et un talon d'Achille exploitable. Les rivaux du clan, Anarch, Saba ou même d'autres membres de la Camarilla, cherchent souvent à priver un Ventrue de sa source de sang favorite pour le mettre à genoux sans verser une goutte de vitae. Les Ventrue les plus puissants transforment cependant cette malédiction en véritable atout. Ils possèdent des lignées familiales soigneusement sélectionnées, des fondations caritatives, des cliniques privées ou des réseaux de ghouls qui leur appartiennent avec un approvisionnement constant et discret. Certains vont jusqu'à créer ou maintenir des communautés entières dont les membres correspondent exactement à leur goût. Ainsi, le fléau des Ventrue n'est pas une simple faiblesse physique, mais le symbole ultime de leur identité. Ils se nourrissent pas comme le commun des Caïnites, ils exigent ce qui leur est dû, un sang raffiné, pur et confortable à leur statut élevé. Cette exigence les élève au-dessus des autres, tout en les enchaînant à leur propre arrogance. Les Ventrue sont bien plus qu'un simple clan de vampires. Ils incarnent l'âme même du pouvoir, de l'ordre et de la suprématie dans le monde des ténèbres. Descendants de Ventrue, ils se considèrent comme les héritiers légitimes du trône de Caïn, les architectes d'empire et les gardiens inflexibles de la tradition. De leurs origines dans la première cité à leur rôle central dans la fondation de la Camarilla, en passant par leur domination des cours vampiriques et des conseils d'administration modernes, leur histoire est une chronique ininterrompue de commandements assumés où chaque siècle renforce leur conviction d'être né pour régner. Leur discipline, domination, force d'âme et présence leur offrent les outils parfaits pour contrôler les esprits, endurer les tempêtes politiques et inspirer une loyauté presque religieuse, tandis que leur fléau, le goût du sang, les oblige à une exigence aristocratique qui les élève autant qu'elle les enchaîne. Être un Ventrue, c'est embrasser une dualité fascinante, celle d'un seigneur guidé par un code d'honneur rigide et une dignitas implacable, d'un stratège capable de bâtir des empires sur plusieurs siècles et d'un damné qui porte dans son palais raffiné le poids de sa propre arrogance. Chaque contrat signé, chaque ordre donné d'un simple regard, chaque prince qui monte sur son trône ajoute un nouveau chapitre à leur légende.
Dans les salons feutrés des Élyséums, les tours de verre des quartiers d'affaires ou les salles du conseil de la Camarilla, les Ventrous observent, commandent et règnent. Ils ne cherchent pas à survivre dans la nuit, ils entendent la posséder. Car pour eux, le djihad n'est pas un chaos à subir, mais un échiquier sur lequel ils ont la certitude d'être les seuls dignes à déplacer des pièces. Approchez-les avec respect, car dans le monde des ténèbres, quand un Ventrou parle, c'est l'histoire elle-même qui écoute et qui obéit.